Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Merci à nouveau de vous joindre à nous pour cette session de formation qui était très demandée aujourd'hui sur notre logiciel de programmation MCT10. Comme d'habitude, on va attaquer par une petite présentation de l'entreprise et ensuite Jérôme prendra la main pour rentrer dans le vif du sujet, donc concernant notre logiciel MCT10. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me confirmer que vous voyez bien mon écran et que vous m'entendez bien? C'est parfait, je vous remercie. Comme d'habitude, on essaiera de consacrer un petit moment aux questions en fin de présentation. N'hésitez pas toutefois à les écrire. On les compilera et on les traitera à la fin. Voilà. On va attendre encore 2 petites minutes, le temps de laisser à tout le monde la possibilité de se connecter et on démarre. Alors, rebonjour à toutes et tous. Il est 10h03, on va démarrer. Précision également complémentaire, vous recevrez la présentation, bien entendu, en... d'ici la fin de la journée. Donc, on va démarrer par notre traditionnelle présentation de l'entreprise. Danfoss, c'est une société danoise fondée en 1933. Danfoss a toujours fabriqué, breveté des composants de régulation. Donc, régulation pour les systèmes de froid, historiquement, dans les années 30. Dans les années 40, les régulations de chauffage, avec par exemple les robinets thermostatiques. Dans les années 50, tout ce qui va être distribution hydraulique, huile pour les engins mobiles. Et en 68, les premiers variateurs de fréquence fabriqués en grande série. Donc, avec notamment la gamme VLT qu'on va aborder tout à l'heure avec le logiciel MCT10. Voilà, fait marquant, en 2014, Danfoss a racheté la société Vacon, qui est une société finlandaise qui produit également des variateurs de fréquence et des modules de conversion d'énergie. Ce qui fait aujourd'hui de Danfoss le plus gros portefeuille de produits pour la vitesse variable. Vous voyez les 5 grandes tendances sur lesquelles Danfoss vend et produit des solutions, donc la digitalisation, l'urbanisation, la production et la distribution alimentaire, l'électrification et les changements climatiques, avec comme premier focus, bien entendu, les économies d'énergie. Les 4 métiers historiques donc sont le froid, le chauffage, l'hydraulique et les variateurs, ont composé les 4 principales divisions de Danfoss, donc plus précisément la division Danfoss Drives que nous représentons aujourd'hui avec Jérôme, qui est composée à 88% de production et distribution de variateurs et démarreurs électroniques, à 9% la partie qu'on appelle Silicon Power, qui constitue la fabrication de transistors IGBT. Donc on utilise à l'intérieur même de nos variateurs pour composer le pont de puissance, mais également
dans les véhicules électriques pour tout ce qui va être propulsion, mais aussi différents auxiliaires. Sur le nouveau slide qui apparaît, vous voyez donc l'organigramme d'Enphos France, d'Enphos Drives France, donc 40 personnes dédiées à vos projets et pour vous suivre tout au long de la durée de vie de vos produits. Sur la droite, vous voyez notre réseau de partenaires, donc des partenaires exclusifs d'un point de vue territorial. Donc, si vous n'êtes pas adressé par Danfoss, c'est vers eux qu'il faut se tourner pour l'approvisionnement de variateurs. Sur ce nouveau slide qui vient de s'afficher, vous voyez sur la gauche nos centres de réparation et Drive Pro Service Partner, donc plutôt dédiés cette fois-ci à l'entretien et à la réparation des variateurs. Au centre, vous voyez notre réseau export, puisque la France gère aussi l'Afrique du Nord, avec Advanced Automation pour le Maroc, Winner pour l'Algérie et l'équipement moderne pour la Tunisie. Et enfin, on va souhaiter encore une fois la bienvenue à nos amis belges et suisses qui se joignent à ces formations en français et qu'on accueille avec grand plaisir. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation de l'entreprise. Je vais passer la main à Jérôme pour la tant attendue formation sur le logiciel MCT10. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc en effet attendu parce que demandé par beaucoup d'entre vous depuis quelques semaines, depuis qu'on a commencé ces sessions webinaires. Donc pour l'occasion, pour la bonne cause, je dirais, je me suis déconfiné puisque pour faire une petite démonstration sur le logiciel MCT10, c'est quand même plus pratique avec des variateurs. Donc voilà, pour la bonne cause, je suis déconfiné et je peux vous dire entre nous que ça fait plaisir de retourner un moteur depuis un mois et demi, un peu plus d'un mois et demi. Petite anecdote terminée. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu les différentes fonctionnalités du logiciel MCT10. Pourquoi le slideshow ne marche pas? Antoine, on voit bien l'écran, ouais? Oui, très Ouais, bien. ok, c'est parti. On va faire une petite introduction, hein, le pourquoi de cet outil, qu'est-ce qu'on peut faire avec. On va parler des différentes connectivités parce qu'aujourd'hui, c'est un logiciel qui permet de se connecter avec les variateurs, mais par divers médias. On va parler des différents outils de mise à jour du logiciel en lui-même, mais également de la compatibilité entre la base logicielle et le variateur qu'on aura en face de nous, parce qu'il se peut que tout ne soit pas forcément synchronisé. Et puis dans les fonctionnalités, bien entendu, la première, la plus essentielle, c'est la configuration, la sauvegarde. La suivante, c'est tout ce qui est mise au point, programmation, et puis on terminera par l'aspect exploitation au quotidien. Donc avec une alternance de présentation, de diapos et de démos logicielles. Donc j'espère que ça sera suffisamment fluide. Mais bon, il n'y a pas de raison. Donc MCT10, sa première des raisons d'être, je dirais, c'est l'interface visuelle avec tous les produits VLT. Alors, les produits VLT d'aujourd'hui, mais vous le savez aussi, les produits d'hier. Hein, c'est un outil qui a un certain nombre d'années, qui a su évoluer, qui a rajouté des fonctionnalités. Mais aujourd'hui, si sur une usine de production agroalimentaire, par exemple, on a différentes générations de VLT, hein, depuis les VLT 3000, depuis qu'ils sont numériques, on peut se connecter ou du moins, peut-être pas pour les plus anciens, on ne peut pas forcément se connecter, mais faire des mises à jour ou des évolutions de programmation lorsqu'ils tombent en panne après 20 ans de bons et loyaux services et qu'on vient le remplacer par un variateur actuel. On a des solutions, je dirais, de conversion. Hein, après, ça reste des boîtes de conversion, donc il faut en avoir le doux, il faut avoir l'esprit critique. Mais voilà. Donc, un seul logiciel pour toute la gamme VLT d'aujourd'hui et d'hier, je répète. Donc, ça se présente en mode projet, hein, en vue explorateur. Ça nous permet de faire du paramétrage soit en ligne, soit hors ligne. On peut préparer notre programmation, mais on peut aussi faire ça en ligne et faire des sauvegardes. On peut paramétrer aussi des options, je pense aux options safety, etc. Il y a des certificats. On a la possibilité donc de faire des copies sauvegarde de nos paramètres. On en parlera quand on sera en mode exploitation tout à l'heure, tout ce qui est fonction oscilloscope.
y compris le temps réel, l'acquisition en temps réel, hein, c'est-à-dire que dans le variateur, vous avez des fonctions d'acquisition en temps réel à la milliseconde sur le FC302. On a la possibilité de récupérer ces données et les transformer en graphique. On a ce qu'on appelle les plugins, on en a de plus en plus. À chaque nouvelle fonctionnalité, quasiment aujourd'hui apparaît un plugin. Bien entendu, on a le support des bus de terrain pour la configuration, mais aussi pour la connectivité, ça on va le voir très vite. Toute la partie surveillance, diagnostic, alarme et historique des alarmes, mais aussi la nouvelle fonction service log, je vous la montrerai. C'est un logiciel qui est basé sur licence, donc on dit on a une version basique, une version avancée. La version basique, bien entendu, est gratuite et diffusée sur notre site internet, donc accessible à tous. On regardera ensemble tout à l'heure les différences. Bon, différentes langues, bien évidemment, hein, les langues principales, anglais, allemand, espagnol, français, italien. Je vous prie d'être indulgent parce que moi j'utilise une version en anglais. Hein. Bon, voilà, parce que pour des besoins de relation avec l'usine, c'est plus pratique pour nous. Aujourd'hui, ça permet aussi de faire un simulateur LCP. Et puis, dans les fonctions récentes également, qu'on va mettre en lumière tout si on a une phase d'installation, de mise en service, et que notre GTC ne fonctionne pas, ou n'est pas prête, ou l'automate n'est pas prêt, on a possibilité de prendre le contrôle des variateurs via MCT10 et d'avoir les retours d'état. Donc, si on veut simuler des modes de fonctionnement un petit peu particuliers et que notre organe de pilotage, je dirais, n'est pas là. Et puis, dans les applications, les fonctionnalités récentes, la TCI, je vous en parlerai dans le niveau connectivité, c'est l'importation de MCT10 dans TIA Portal. Voilà les principales fonctionnalités, hein, si on pouvait les décrire. Une petite page qui nous permet de voir, d'illustrer parfaitement la différence entre une version basique et une version advanced. C'est-à-dire qu'une version basique, disponible gratuitement, je le répète, et la version advanced sous licence. Il y a cinq grandes différences. Hein. La première, c'est le nombre de variateurs dans un projet pour sauvegarder. C'est-à-dire surtout si on se connecte par Ethernet et qu'on a toute une série de variateurs sur le même réseau, avec la version basique, on ne pourra sauvegarder un projet que de 4 variateurs maximum. Le plugin safety, aussi, les certificats ne sont pas accessibles sur la basique, mais uniquement sur la version licence. Il y a des petites différences aussi sur les fonctions logicielles et oscilloscope, et acquisition en temps réel, puisque la fonction oscilloscope est limitée à deux voies seulement hein, quand on est en version basique. Et puis la fonction real-time, temps réel, acquisition en temps réel n'est pas accessible. Et puis le dernier, le customizer, également, hein, qui permet de modifier l'écran, par exemple, les différents paramètres, n'est accessible que sur la version avancée. Mais vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre de fonctions, et principalement celles qu'on utilise tous les jours, qui sont accessibles avec la version basique, de manière à diffuser au maximum. Quoi. Et donc, on en vient au cœur du sujet, donc la partie connectivité. On vous a listé un certain nombre de liens, de médias hein, ou de médiums, je ne sais jamais comment on dit au pluriel, qui nous permet de connecter le variateur, des variateurs VLT. Alors, tous n'ont pas toutes les possibilités de connexion, mais en tout cas, MCT10 a toutes ces fonctionnalités. La première, la plus ancienne, je dirais l'originelle, c'est la liaison série RS485. Est apparu l'USB point à point quand sont apparus les gammes FC302, FC102, entre autres. Les fonctionnalités Ethernet TSC, donc TSC c'est Transparent Socket Channel, je vous expliquerai un petit peu plus. J'avais prévu une démo, mais on s'est rendu compte que en formation en ligne, ça me coupe la connexion pour pouvoir vous montrer et vous parler, donc on ne fera que sur diapositive. La fonctionnalité Profibus DPV1, donc elle était très en vogue quand c'est sorti. Bon, c'est moins d'actualité aujourd'hui parce qu'on voit de moins en moins de Profibus et de plus en plus d'Ethernet. Le TCI, donc ça c'est quelque chose qui est très très actuel. Donc ce qu'on appelle le Tool Calling Interface, c'est-à-dire que par exemple, si je prends l'exemple de TIA Portal, dans TIA Portal, depuis TIA Portal, on peut accéder à MCT10 et aux variateurs concernés. C'est le cas également pour TwinCat de Beckhoff sur un réseau Ether4. Et puis la fonctionnalité Wi-Fi. Vous connaissez déjà sans doute la LCP 103, donc la LCP Wi-Fi qui permet de recharger une configuration sur le téléphone et on est en train de lancer
quelque chose d'un petit peu plus avancé qui permet depuis MCT10 d'une config préparée ou sauvegardée sur MCT10, la transférer sur le téléphone et sur son téléphone dans un format réduit, un format compilé, on va dire. Et puis, depuis le téléphone, aller via une LCP 103, aller injecter la programmation dans le variateur. Donc, on en parlera tout à l'heure quand je vais vous décrire un petit peu toutes ces connectivités. Donc, la première, la plus ancienne, donc c'est la technologie RS485. Donc, tous les variateurs d'Anfos, donc toute génération confondue, ont un RS485. Un port RS485. Certains n'ont que ça. Hein, si je pense aux générations plus anciennes, VLT 5000 ou à l'heure actuelle le VLT Micro, le FC51. Donc pour cela, ça nécessite un convertisseur USB RS485. Donc il faut pour cela donc brancher bien sûr le convertisseur sur son ordi, s'assurer qu'il ne nous manque pas de driver, c'est-à-dire que le convertisseur génère un port com virtuel sur le PC, sur l'ordi. Et donc à ce moment-là, il faut décrire quelques paramètres, notamment retrouver le bon port com, la vitesse, la parité, etc. Et puis le scan des adresses. Et donc on lance un scan. Par défaut, il est de 1 à 126 et le MCT10 va nous indiquer tous les variateurs qu'il y aura derrière cette liaison série. Donc c'est quelque chose qu'on fait un petit peu moins maintenant, hein, puisque la plupart des gammes premium ont un port USB. Mais c'est vrai que si vous êtes sur des FC51 ou des FC101, on doit encore conserver un convertisseur et se connecter de cette façon-là. Ou si on a besoin d'aller sur des 2800 ou des 5000. Hein. Les 2800, on les avait il n'y a pas si longtemps encore dans la gamme. Deuxième type de connexion, je dirais la plus communément utilisée, la plus pratique, clairement, c'est le port USB point à point. Donc c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être configuré. Hein. C'est plug and play. Je cherchais le mot. C'est plug and play, c'est direct. Je vous ferai la démo juste après. Donc c'est quelque chose qui est très 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 apprécié. Le transparent socket, on le voit de plus en plus. Donc le TSC, Transparent Socket Channel, l'intérêt c'est de se servir du média Ethernet. Quand on dit le média Ethernet, hein, c'est les fils et les RJ45, du tuyau, hein, si je peux me permettre, indépendamment du protocole, avoir un accès multicast et aller rechercher tous les variateurs ou démarreurs d'Anfos qui vont se situer derrière sur le même média, je dirais, hein, derrière un switch, etc. Donc ça permet d'avoir un accès à tous les variateurs d'un seul coup. On est en physique, on ne pourra pas sauvegarder plus de 4 variateurs ou démarreurs dans le même projet. Donc comment ça se met en place? C'est relativement simple. Alors je répète, j'avais prévu la démo, mais on vient de se rendre compte que ça coupe le webinaire, donc c'est un peu dommage. Donc en fait, dans notre partie réseau de MCT10, en fait, on va ajouter un nouveau réseau qu'on pourra nommer comme on veut. Donc on va dire, j'ajoute un réseau, un Danfoss Filbus Ethernet TSC. On va lui donner un petit nom, le réseau de la pompe numéro 3 ou du circuit numéro 3. Et à ce moment-là, vous voyez la page à droite qui s'ouvre. Moi, je l'avais appelé e-learning, le mien. Vous faites multicast, rafraîchir, et le système MCT10 vous voit tous les variateurs qui sont sur le même média. Donc, y compris à travers des switches, quelle que soit la topologie du réseau. Et donc, on reconnaît son adresse MAC, donc son adresse physique qui est indiquée sur la petite carte option, et puis les adresses IP de toute la série de variateurs. Donc, moi, sur l'exemple, j'en ai qu'un seul. J'ai pas de réseau Ethernet comme ça. Après, on a possibilité de filtrer les adresses IP parce on ne veut pas voir tout, etc., etc. Mais c'est quasi immédiat pour voir toute une série de variateurs sur le même réseau. Donc, autre mode de connexion, ce qu'on appelle le TCI, Tool Calling Interface. Donc, c'est une interface entre un outil de programmation automate, type, TIA Portal le plus courant, mais ça marche sur Step7, sur Twin4 d'Ethernet, Ether4, et MCT10.
Donc, ça permet d'avoir toute la configuration des variateurs sauvegardée dans le projet automate. Ça permet un lien entre la configuration de l'automate et les variateurs. On n'a pas de risque de confusion, de version, etc., puisque tout est dans le même projet. On s'assure également de la compatibilité hardware-software. Ça permet, on a un accès multicast et on a accès à tous les variateurs démarreurs. Donc, donc là, c'est les copies d'écran, un TIA Portal typiquement. Donc, on a sur un réseau Profinet, par exemple, on voit bien notre automate sur la gauche, on voit notre variateur d'Enphos sur la droite. Et donc, quand on double-clique, on a possibilité d'ouvrir MCT10. Et donc, MCT10 vient s'ouvrir en plus via via TIA Portal, dans ce cas-là. Hein, et donc, ce qu'on appelle le TCI, et ce qui permet d'avoir l'intégralité de la sauvegarde dans le projet TIA Portal. Pour ne pas avoir à multiplier les outils, multiplier les fichiers de sauvegarde. Dernière connexion, donc vous connaissez la Pocket Wi-Fi, la LCP 103, hein, pour rappel, donc ça vient en lieu, c'est un petit appareil qui vient en lieu de l'afficheur graphique et qui permet d'établir une liaison point à point avec un téléphone, avec une tablette, avec l'application MyDrive Programming. Et donc aujourd'hui, à venir, on est en train de lancer donc une solution qui permet via donc cette connexion Wi-Fi de transférer une configuration MCT10, un fichier de sauvegarde recompilé, on va dire sur une autre extension, sur un téléphone ou sur une tablette. Et après, quand on vient sur l'installation d'un variateur équipé de la Pocket Wi-Fi, hein, de la LCP 103, et bien donc on peut retransférer. Donc c'est en cours de lancement, on communiquera là-dessus. D'ores et déjà, avec le contenu de la formation, vous aurez la petite note d'application pour la connexion Wi-Fi du MCT10 avec la LCP 103. Un petit rappel des fonctions supportées hein, sur le Wi-Fi. Vous voyez que la plupart des fonctions sont supportées, à l'exception du customizer, parce que ça prend un petit peu trop de place en octet, je dirais. Et des fonctions sensorless, c'est ce qu'on appelle Drive File Manager, c'est la mise à jour des firmware. La mise à jour des firmware, elle doit forcément être en filaire. Donc, ce que je vous propose, on va passer à la partie démo. Antoine, hein, si tu vois que ce n'est pas fluide, tu n'hésites pas. Oui, pas de souci. Ok. Donc, voilà, mon logiciel MCT10 est ouvert. Je n'ai aucun projet d'ouvert, rien du tout. Par défaut, on a deux petits onglets qui s'affichent. Donc, on a une partie réseau. Donc, ça va être toute notre connectivité. Et en dessous, une partie projet, ça va être tout ce qui va être sauvegardé. Sur la partie réseau, par défaut, on a deux réseaux natifs. Donc, le serial, c'est le RS485. Je vous fais la petite démo configure. Je n'ai pas de convertisseur USB 485 sous la main. Donc, vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si j'avais donc un convertisseur branché sur un port USB et avec le bon driver, il me trouverait immédiatement le port COM qui correspond à mon device, à mon objet. Ce n'est pas le cas puisque je n'ai rien de branché, donc je ne vais pas faire de réseau RS485. On a également l'icône des PV1 qui est d'office aussi, hein, parce qu'elle est construite d'office. Ce que je vais faire maintenant, avec mon projet est vide, je vais me brancher. Donc j'ai un variateur, je vais me brancher avec le câble USB en pointe à point. Et vous voyez que c'est immédiat. Il m'a détecté un variateur et il me rajoute l'onglet USB 1. Dessous, si je décompose, donc je n'ai qu'un seul variateur, bien évidemment, on est en pointe à point. Il me dit j'ai un FC102 5.5. Il met un point d'exclamation, donc il doit se passer quelque chose. Et donc je clique dessus. Il me donne toutes les données du variateur connecté. Donc c'est un FC102, 5,5 kW, version software 541, donc ce n'est pas la dernière par exemple. J'ai une carte option Profinet à l'intérieur, j'ai son code long. Et à droite, il m'indique les données que lui possède dans sa base de données. Donc il se trouve que c'est une version il y a quelques temps, qui est un peu plus de 6 mois, 541.
Donc forcément, c'est OK. Il me donne aussi l'adresse 1, ben oui, on est en USB, et surtout le nom du bus. Donc voilà à ce moment-là la connectivité. Donc comme je disais, j'avais préparé quelque chose sur le Profinet, mais non, je ne le ferai pas parce que ça me met des risques. Donc vous voyez, c'est très très simple en USB, croyez-moi sur parole, c'est très très simple en Ethernet. Si certains ont besoin, lors d'une mise au point, n'hésitez pas à solliciter les collaborateurs ou les partenaires qui vous assistent sur la mise au point pour faire une démo en réel sur un site existant avec un réseau Ethernet, type base Ethernet assez important. C'est toujours intéressant de savoir manipuler cette fonctionnalité. Donc voilà pour la partie connectivité. Je reviens à la partie diapo un petit moment et après on fera un petit peu plus de manip. La partie, ce qui concerne les mises à jour. Donc les mises à jour, on peut voir 3-4 types quand on parle de mise à jour. La première des mises à jour, c'est la mise à jour du logiciel en lui-même. Donc vous pouvez le trouver sur le lien qui est inscrit sur le site d'Enfos, même sur le site français. Vous avez donc le lien de téléchargement, la version basique et le code pour activer une version basique. Deuxième type de mise à jour, c'est la base de données, c'est-à-dire qu'on peut conserver notre moteur, notre version de MCT10 pendant un certain nombre de temps, mais pendant ce temps-là, les différents variateurs peuvent évoluer, les firmware notamment peuvent évoluer, et cela n'est pas synchronisé les uns aux autres, parce qu'autrement, il y aurait trop de mises à jour régulières, sachant que les MCT10 est mise à jour 1 à 2 fois par an, chacune des gammes de produits est mise à jour 2 à 3 fois par an, pas à la même date, etc. Donc il se peut qu'on se retrouve, on a l'impression d'avoir notre logiciel MCT10 parfaitement à jour, et le jour où on est en mise en service, c'est les tout derniers variateurs commandés, livrés, fraîchement livrés, fabriqués 15 jours, 2 semaines avant, et on se retrouve avec une coincée à ce moment-là sur site, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même version. Donc, il y a deux façons de faire. Soit on va rechercher sur la même page Internet ce qu'on appelle les fichiers UPD, update. Donc, je vois par exemple, bon, là, j'ai fait un extrait d'une page. J'ai le support file donc du FC302, le firmware FC302 version 8.53 qui est à disposition depuis le 24 février 2020. Donc, forcément, si on a un variateur récent et un MCT10 qui ne serait que quelques mois, il nous faudra ce fichier. Donc ça permet, le fichier UPD pour update, de mettre à jour sa base de données. Mais sur les variateurs premium, donc les séries FC 102, 103, 202, 301, 302 et les FCD 302, on a une possibilité de faire cette mise à jour en ligne en étant connecté au variateur. Donc on se retrouve dans le même cas. Donc là, je m'étais connecté avec un FC 202, vous voyez, version 3.71. Donc ça, ce sont ici sur la colonne de gauche, les informations du variateur connecté et à droite, la version de ma base, les informations de ma base de données. Il se trouve que ça ne va pas, vous voyez qu'on a une petite croix dessus. Et donc à ce moment-là, vous avez une touche supplémentaire qui s'appelle Download Drive Info, ou en français, téléchargement des données variateurs. Vous cliquez là-dessus et en 1-2 minutes, allez, si je veux être franc, en 2 minutes, le variateur envoie les données MCT10 et MCT10 reconstitue un DLL. Et donc, vous pourrez à ce moment-là programmer, exploiter ce FC202 version 371 et sachez que c'est sauvegardé. Donc, la prochaine fois ou si vous allez vous connecter sur le variateur d'à côté qui a été fabriqué et livré la même semaine, eh bien, vous aurez accès sans avoir cette manip à faire. Donc, on l'a fait une fois et après, c'est sauvegardé. Donc, ça, c'est quelque chose qui est relativement pratique, relativement apprécié. Parce que le UPD précédent, il faut être au bureau, il faut pouvoir y accéder, etc. Celui-ci, on peut le générer depuis le variateur, donc comme ça, on n'a pas de surprise. Et dernière notion de mise à jour, qui n'est pas dans, je vous en parle verbalement, je pense que certains la connaissent, mais elle n'est pas sur la présentation, c'est la mise à jour des firmware.
c'est quelque chose qui est un petit peu plus sécurisé, bien évidemment, hein, donc c'est accessible sur la version licence, mais aussi avec des codes services et des codes supplémentaires. Et ça permet à tous les ingénieurs services, tous les partenaires agréés, de pouvoir changer et de faire évoluer un firmware variateur quand le besoin s'en fait sentir. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui, même avec la version de licence, n'est pas accessible grand public, entre guillemets. Hein. C'est un peu comme les masques, il y en a pour différentes catégories de personnel. Non, il y a ces solutions-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise aussi MCT10 en mode service pour faire évaluer, pour charger des firmwares complets. Donc je reviens on va revenir sur la partie démo très vite. Donc je vous ai dit qu'il y a deux parties, hein. Une partie network, donc la partie réseau, c'est tout ce qui est vu via les différents tuyaux. Et puis la partie projet, qui est tout ce qui va être sauvegardé. Donc on aura la possibilité de faire la lecture, écriture côté réseau comme côté projet. On va le faire dans 30 secondes. Mais sachez que si vous avez, je reviens sur mon MCT10 avec mon variateur connecté. Là, j'ai bien un variateur connecté sur mon port USB. Si je veux faire une sauvegarde, il me le refuse. Pourquoi? Parce que je n'ai rien dans le projet. Je suis bien connecté, mais je n'ai rien dans le projet. Donc la première des choses à faire, si on veut sauvegarder, c'est soit de faire un copier-coller, et copie. Là, il vient de récupérer l'intégralité du variateur dans le presse-papier. Voilà, je peux fermer. Et à ce moment-là, voilà, mon projet est copié. Et à ce moment-là, dès l'instant que j'ai quelque chose dans le projet, j'ai accès aux commandes de sauvegarde. Je peux aller me balader dans les paramètres ou dans un groupe de paramètres si je veux, voir le variateur tout seul. J'ai accès à la lecture comme à l'écriture. Là, je suis en mode lecture. Je ferme. Si je vais côté projet, pareil, je vais avoir accès à la lecture ou à l'écriture des deux côtés. Donc, il faut se méfier quand on est notamment en phase de mise en service, parce que entre la confusion entre la partie réseau, donc qui est vivante, je dirais la partie projet qui est fixe à un temps donné. Ça, on a tous fait l'erreur. Donc, si je reviens à ma présentation en mode diapo, alors je vais basculer 2-3 fois quand même, encore, vous m'en voudrez pas. Qu'est-ce que MCT10 va nous donner? Côté réseau comme côté projet, en fait, on va pouvoir décomposer tous nos paramètres selon les quatre process. Donc, la première des choses, une fois qu'on est bien connecté, qu'on sait ce qu'on veut voir et ce qu'on veut sauvegarder après coup, c'est la visualisation, la modification des paramètres en ligne ou hors ligne. C'est important. Si je reviens donc sur mon MCT10, donc vous voyez là je suis côté réseau. Hein, donc je peux visualiser tous les paramètres d'un seul coup. C'est pas très lisible. Vous voyez qu'on a 4 colonnes, hein, process 1, 2, 3, 4. Je peux les visualiser uniquement par groupe de centaines. Là j'ai le groupe 0. Mais vous voyez que c'est encore pas très très lisible. Je peux décomposer avec le 0, 0. Et là on sait parfaitement où on en est. Quand vous voyez une couleur jaune, ça veut dire que c'est en rafraîchissement permanent. Si je prends la même chose côté projet, je viens tous les paramètres, groupe 00, pardon, groupe 00, vous voyez que je suis en blanc. Là, je suis hors ligne, et là, je suis en ligne. Donc, je peux parfaitement changer ma langue. Je vais passer mon variateur de français en anglais. On est côté réseau, donc ça se fait immédiatement. Par contre, vous voyez, côté projet, je suis toujours en français. Si je veux mettre à jour
ceci, je viens le lire et il me l'affiche en anglais. Donc bien faire attention entre la partie vivante et la partie projet. Donc on a cette décomposition de paramètres hein, sur tous les groupes. Vous voyez, hein, groupe 0, groupe 1, pour ceux qui connaissent un petit peu. Là, je suis sur un FC 102, donc j'ai des 21, 22, 23, 24, etc., etc. Et donc on sauvegardera la partie qui est sur le projet. Donc l'intérêt, c'est de récupérer. On fait une dernière lecture et à partir de ce moment-là, on peut sauvegarder. On peut également, je vous ai dit tout à l'heure, créer notre propre configuration au bureau. Donc à ce moment-là, je vais aller me créer un variateur. Je vais reprendre un FC 102, je vais reprendre le même hein, pour pouvoir me connecter dessus, bien évidemment. Je sais que j'ai un variateur FC 102, il va être en 400 volts, c'est quand même plus facile. Il a un soft, alors je vais lui mettre un soft différent. Je vais lui mettre un 550 par exemple, et je veux un 5,5 kW, et on a dit qu'il avait une option profil net de mémoire. Hop, MCA 120. Voilà. Donc je fais OK. Donc j'ai créé mon nouveau variateur. Il s'appelle AA. Et donc c'est un FC102 Profinet. Je vais vouloir le écrire. Volontairement, il y a une chose que j'ai créé mon variateur, je ne me suis pas posé la question. Qu'est-ce qu'il va me dire? Par défaut, il le cherche sur le bus série. C'est normal. Bon, il ne va pas le trouver, hein, je vous rassure. Pourquoi? Parce que dans ma configuration, j'ai juste oublié de lui dire que je voulais fonctionner en USB. Donc quand vous le configurez au bureau, attention à cet aspect-là, à cet aspect connectivité, parce qu'on a créé notre variateur au bureau avec toute notre configuration, la fiche de paramétrage, le guide d'application fourni par le collègue d'Enfos ou par le partenaire. Et on a juste oublié cette partie-là, cette partie de connexion. C'est-à-dire que quand on va venir avec notre projet, pour pouvoir se connecter, il faut bien sûr s'assurer que le variateur côté projet, il a bien les bonnes données de connexion. Donc maintenant, je l'ai mis en face côté USB et ça va aller beaucoup plus vite pour écrire dedans. Donc lui, il a vu qu'il y avait une différence. Il m'a dit, à ce moment-là, drive minor versions sont différentes. C'est-à-dire qu'il a détecté que la version soft est légèrement différente. Et à ce moment-là, moi, je lui ai dit, c'est pas grave, on peut continuer, parce que je ne connaissais pas la version software. Et donc, il va me dire simplement qu'il y a quelques paramètres qui ne sont pas écrits parce que c'est des paramètres qui sont plus récents. Donc, on peut tout à fait sauvegarder quelque chose qui est, alors bien entendu, c'est compatible ascendant. Donc, une sauvegarde plus ancienne dans un variateur plus récent fonctionnera de la même manière qu'une sauvegarde ou un projet avec une version software plus récente sera capable de fonctionner avec les limites que MCT10 saura nous indiquer. Donc, on retrouve ici mon variateur connecté version 5.41 et la base de données que j'ai utilisée, la version 5.50. Quand on a une différence comme ça, j'ai possibilité normalement de faire... non, c'est pas dans ce sens-là. À l'inverse, oui, si on a une configuration plus ancienne que le variateur, on peut faire une mise à jour de la configuration par rapport au variateur connecté. Dans ce sens-là, on ne peut pas le faire. Donc, je reviens un petit peu sur les diapos. Hein, on va continuer. Je vois que l'heure tourne. Sur les différentes démos. Donc, on a vu la visualisation des paramètres. On va parler un petit peu des plugins. On se rend compte, on en a de plus en plus, je vous ai expliqué, hein, qui sont les plus connus, les plus anciens, c'est la mémorisation des alarmes, on en parlera tout à l'heure. C'est le contrôleur logique avec les graph sets. C'est les accès temps réel, si on veut programmer des fonctionnements jour-nuit. C'est également le contrôleur de cascade
qui est un des premiers plugins mis en route, proposés, je dirais. Aujourd'hui, donc on a les fonctions safety, le customizer, le service log, je vous en parlerai aussi dans la partie alarme exploitation tout à l'heure. Donc si je viens dessus, je reviens sur mon MCT10 sur la partie réseau, c'est ça qui m'importe aujourd'hui. Le contrôleur de cascade. On a donc un outil graphique qui nous permet de régler tous les paramètres qui vont bien, dont on aura besoin sur notre contrôleur de cascade. Donc on a nos échelles, par exemple nos échelles d'entrée analogique sur cette image-là, avec les pourcentages par des unités ou les pourcentages mini-maxi qui correspondent au 0 au 10 volts. On va avoir nos paramètres de PID, si on veut, notre mode de cascade avec le nombre de pompes, etc. Est-ce que la deuxième, elle est en direct, pas en direct, etc., etc. Quand on a une option étendue, on a le mode cascade étendue. Donc, vous savez, ça fait passer des menus 25 au menu 27. Et en mode service, les états des différentes pompes, etc. Donc, ça permet une mise en service plus facile, plus accessible. De la même manière, je vais vite, hein. Je vais passer au contrôleur logique. Le contrôleur logique, il va être capable de faire de nous faire notre graph set. Typiquement, on va pouvoir faire de manière graphique. On dit j'ai une première étape, une première transition, c'est une règle logique. Si je vais sur la règle logique, je peux la définir directement. Vous savez que c'est des paramètres qui sont un petit peu compliqués dans les groupes 13, qui sont pas évidents. Là, ça nous permet d'avoir des choses un peu plus graphiques. Donc, je fais une opération et entre la touche OK et une absence de débit, par exemple, qui va me générer la transition. Pardon, la transition, les actions derrière. Je peux vouloir changer de process, je peux vouloir changer de référence prédéfinie, je peux resetter les alarmes, etc., etc. Donc, toutes les actions du contrôleur logique, on peut parfaitement faire éditer son propre graph set sous cette forme-là. Dernier plugin aussi intéressant, c'est les notions de jour-nuit ou de semaine, week-end, pour les gens, par exemple, qui font de l'irrigation ou pour des différentes activités. Eh bien, on va construire notre calendrier, en fait, avec les moments où on est en process 2, process 1, par exemple. On dit le mode jour, c'est le process 1, le mode nuit, c'est le process 2, avec un peu un esprit de calendrier comme on a sur Outlook, hein, en version bureau. Donc, vous voyez, différents plugins qui existent et je répète de plus en plus. Au niveau exploitation, les données, la possibilité d'MCT10, la première des choses, c'est la lecture des alarmes, la mémoire des alarmes, mémoire des défauts, et le service log, les fonctions oscilloscope, acquisition de temps réel, le statut, le drive control, et la visualisation des acquisitions de données quand on utilise la fonction CBM, hein, la maintenance 4.0. Donc si je retourne sur mon MCT10, la première des choses, les alarmes, vous voyez qu'en plus j'ai des points d'exclamation. Vous avez là-dessus, en fait, donc on est sur la mémoire des défauts. Donc en haut, le premier tiers, c'est les alarmes en cours. Je n'en ai pas. Les deuxièmes, c'est les avertissements en cours. Donc actuellement, j'ai un avertissement défaut Filbus parce que je n'ai rien de relié sur mon Profinet. Et puis le dernier, vous avez la mémoire des défauts. Donc là, vous pouvez visualiser les 10 derniers défauts, tout comme on peut les voir à l'afficheur graphique, hein, avec la touche alarme log. J'ai également la fonction service log qui me permet de récupérer les données de la dernière alarme. Alors, j'ai pas de chance parce que j'ai dû les vider dans celui-ci. Donc, je l'ai sur diapositive pour vous montrer un petit peu la chose sous cette forme-là. Donc, en fait, ça nous permet d'avoir toutes les données quelques secondes avant l'alarme.
Donc quand je dis toutes les données, hein, vous voyez, on a la fréquence, la vitesse, pourcentage de référence, les tensions de sortie, phase UVW, les courants, les trois courants, etc., etc. Donc un certain nombre de données, c'est assez efficace et c'est en place depuis un peu plus d'un an, un an et demi à peu près, hein. Autre fonctionnalité, donc la fonction oscilloscope. Là, je vais vous faire une petite démo rapidement avant de terminer. Donc, la fonction oscilloscope sous deux versions, soit une version en ligne, c'est-à-dire qu'on va récupérer les données donc via le canal USB ou Ethernet ou autre, mais avec la limite de vitesse due aux médias. Mais on peut aller jusqu'à 8 informations. Et la deuxième version, ce qu'on appelle l'acquisition temps réel. Donc là, par contre, on a un temps d'échantillon qui est beaucoup plus court, qui a 1 milliseconde sur un FC302, qui a 5 millisecondes sur un FC102 ou 202. Et donc, on pourra définir 4 données qui seront enregistrées dans le variateur à ce moment-là, pour ne pas perdre pour ne pas avoir de soucis de débit, soit immédiatement, soit sur un trigger. Et à ce moment-là, on pourra choisir donc de lancer, donc on lance l'opération dans le variateur et on pourra choisir de récupérer les informations dès qu'elles sont disponibles, c'est-à-dire dès que le trigger s'est déclenché, ou alors on peut revenir plus tard, c'est-à-dire qu'on met un élément de déclenchement dans le variateur pour suspecter une vibration ou un point dur ou quelque chose comme ça. Le variateur, lui, fait son travail, il a cette alerte, il a ce déclenchement dû au trigger qu'on a généré. Il garde les données pour lui et quand on vient se rebrancher dessus, on peut demander à récupérer ce qu'on a dans la fonction temps réel. Donc moi, ce que je vous propose dans ces données-là, pour vous montrer un petit peu comment fonctionne l'oscilloscope, je vois que c'est 47, on va passer, donc dernière chose, donc au mode contrôle, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui sur MCT10 la possibilité de contrôler un moteur. Donc je vais piloter mon moteur avec cet outil-là. Et puis en parallèle, je vais vous faire on va préparer une petite courbe d'oscilloscope de manière à avoir une accélération et de voir des données, quoi. Donc la première des choses, je reviens sur mon MCT10. Côté projet, je vais ouvrir, donc créer un dossier oscilloscope, vous voyez, scope folder. Je viens dessus. Je viens chercher mon variateur, donc côté réseau, celui qui est en ligne. Je vais vouloir mesurer, par exemple, on va dire sa fréquence. Donc, je veux, on va dire 5 Hz par division sur la fréquence. Donc là, je suis bon. Je vais le lancer prêt à démarrer et je vais aller sur le drive control en même temps. Quand j'ouvre le drive control, il me prévient qu'il y a un certain risque, c'est-à-dire que je vais piloter un moteur en aveugle ou presque. Bon, pour ma part, il est juste à côté, mais il faut se méfier quand même de ce genre de fonctionnalité. Donc je veux piloter, donc j'ai accès, en fait, j'ai un panneau de contrôle, mode commande, mode état, pour ceux qui font un peu de la com, de l'automatisme. Donc pour démarrer un variateur d'info, c'est 047C. Ça, je pense que beaucoup de gens le connaissent. Je vais le démarrer à 50% de vitesse. Je prends le contrôle et je reviens sur ma courbe oscilloscope parce que c'est là que c'est le plus intéressant. Voilà. Vous voyez l'oscilloscope, vous voyez la fréquence qui monte. Je peux arrêter mon oscilloscope, je peux changer les échelles, bien évidemment. Je vais changer mon échelle de polling, par exemple. Je vais me mettre à 5 pour visualiser. Donc, vous voyez, hein, j'ai mon oscilloscope qui tourne pendant que je contrôle. Là, je vais arrêter mon variateur. Et vous voyez mon fichier oscilloscope. Donc là, je suis en direct, hein, vraiment. Donc ça, c'est très pratique, très facile à mettre en œuvre. Par contre, la limite, c'est le temps d'acquisition. Hein, grosso modo, si on a plusieurs données, si on met 4-5 données, il faut compter 50 millisecondes par point à peu près. Hein, donc ce n'est pas l'optimal. L'optimal reste l'acquisition en temps réel, mais elle est limitée à 1000 points. Donc
jusqu'à 1 milliseconde sur FC 302, jusqu'à 5 millisecondes sur un FC 102, et c'est limité à 1000 points. Donc quand on veut piéger, je dirais, une action ou un comportement aléatoire, c'est très utile, mais par contre, il faut bien compter le nombre de points dont on peut avoir besoin, l'élément déclencheur aussi. Si on déclenche sur un fort surcoup ou un fort surcourt, il faut s'assurer qu'il soit vraiment très très fort pour ne récupérer que ce qu'on veut voir et pas forcément le tout venant. Donc voilà les fonctions oscilloscope, les fonctions status, les fonctions contrôle. Et donc, dernière image que je voulais vous montrer avant de passer à la séance de questions, c'est le dernier plugin. Hein, donc, je ne l'ai pas en live parce que la démo, c'est mon collègue Fabien qui l'a fait. Et je ne pouvais pas mixer les deux démos. C'est donc la fonction CBM, hein, donc la monitoring, la surveillance conditionnelle hein, pour l'industrie 4.0. Donc, il y a une grosse acquisition de données, soit sur de la vibration, soit sur les enroulements moteurs, soit sur de la surcharge. Et donc, on a donc maintenant un plugin MCT10 qui permet de visualiser tous les enregistrements, toutes les acquisitions de données. Donc, c'est le dernier qui est sorti. Donc voilà, j'en ai terminé avec la petite démo que je voulais proposer. Et donc, on va passer à la phase de questions. Ok, merci beaucoup, Jérôme. Alors, il y a une question, bonjour. Est-ce que ça marche avec les automates Rockwell? C'était 10h20 quand la question était posée, donc je suppose que c'était quand tu as parlé de Ah oui, l'intégration oui, dans oui. TIA Portal. Oui, oui, bien évidemment, ça marche sur les Rockwell, mais en fait, Rockwell a déjà cette fonctionnalité de récupérer via le fichier DS, de récupérer l'intégralité de la configuration du variateur. Donc, en fait, on avait besoin d'encapsuler MCT10 dans TIA Portal parce que TIA Portal ne propose pas de solution pour les composants externes à Siemens, alors que Rockwell propose déjà cette solution. C'est quelque chose qui existait il y a très longtemps déjà. Depuis sur DeviceNet déjà, on avait cette possibilité de garder la configuration du variateur dans l'outil de programmation Rockwell. C'est quelque chose qui a toujours été très très en avance chez Rockwell et très ouvert à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est pas sous la même forme. Est-ce que MCT10 permet d'effacer l'historique des défauts? L'historique des défauts, dans la mesure où on a accès à tous les paramètres, oui. De la même manière qu'on peut resetter les compteurs, quoi. Mais il ne reset pas naturellement quand on vient se brancher dessus. Hein. Il faut l'action, quoi. Mais on a accès à tous les paramètres, on a accès aux paramètres de réinitialisation. Donc oui, oui, oui. Donc, merci. Merci pour cette belle présentation, c'est sympa. Merci, Avec c'est le gentil. câble USB ou se connecter sur le variateur? Ah, alors, câble USB, vous avez un port carré hein, sur le variateur, c'est au niveau, j'en ai sous les yeux, à l'endroit là où vous avez les petites bornes de commande. Hein, donc il faut ouvrir. Alors sur les petits variateurs IP20 montés en armoire, il faut enlever un cache. Sur les variateurs IP55 qu'on colle au mur, je pense au format médium, jusqu'à 90 kW, il faut ouvrir le capot, mais sachez qu'il existe en accessoire des fils rallonge étanches avec le connecteur étanche qui permet d'avoir le port USB dans les trous où vous passez les câbles de puissance. Donc, il y a un petit accessoire qui existe, donc avec différentes longueurs, hein, bien évidemment. Si vous avez un 4 kW ou si vous avez un 90, c'est pas la même longueur. Donc, c'est une rallonge USB qui vous permet d'avoir un accès extérieur. Et c'est vrai que quand on a les variateurs étanches, je pense aux IP55, montés au mur, c'est intéressant d'avoir l'accès immédiat sans tout démonter. Et sur les formats américains, donc ce qu'on appelle les formats D, format E, donc je dirais de 110 à 560, il y a une option pour ça. Bon, ça peut se rajouter après coup parce que la porte est pré-percée pour avoir, pareil, un port USB étanche en façade. N'hésitez pas quand vous faites les consultations, quand vous consultez ou quand votre interlocuteur vous fait les configurations, si vous estimez en avoir besoin, parce que ça évite pour la sécurité, notamment ceux qui ont les intersectionneurs, de sectionner, d'ouvrir la porte, etc. Le port USB en façade étanche, hein, je répète,
en façade, c'est plutôt quelque chose de pratique. Ok. Est-ce que les variateurs peuvent communiquer en BACnet IP pour la Oui, configuration et l'exploitation? oui, FC102, il y a une option BACnet IP. Ok. Est-ce qu'un est-ce qu'un backup, je suppose que c'est une sauvegarde, contient toutes les informations d'un variateur, y compris ses paramètres réseau? C'est-à-dire qu'on peut transférer le backup complet dans un nouveau variateur et faire le remplacement les yeux fermés. Et est-ce que ça fonctionne du premier coup? À l'adresse près. À l'adresse près. Oui. Donc, alors, les yeux fermés, on a beaucoup bon, d'expérience et de clients qui le font sur, notamment qui le faisaient sur Profibus, je pense dans l'agroalimentaire. Par contre, ces gens-là utilisaient les switches réseau et non pas l'adresse paramètre. Donc, ils paramétraient l'adresse par switch, ça marchait très bien. Avec l'avènement d'Ethernet, ben forcément, on n'a plus d'adresse switch. Est apparu récemment sur les cartes options Ethernet une possibilité de switch pour avoir une adresse justement, une adresse bloquée physiquement. Et à ce moment-là, l'intégralité de la config, elle passe. Ok, merci. Est-ce que le module Wi-Fi est compatible avec les VLT 5000 et 2800? Malheureusement, non. Non, je suis désolé. Ni les FC280. Comment avoir l'accès à la clé d'activation pour le software customizer? Ben c'est sur la licence. Donc, dans ce cas-là, ben, il faut qu'on vous fasse une proposition. Et puis, après, on vous mettra à disposition la clé d'activation. Alors, est-ce que vous avez une liste, pardon, des variateurs qui ne sont plus livrés avec le nouveau modèle en face? C'est disponible sur notre site internet en fait. Quand vous tapez la référence, on vous dit s'il est toujours en vente, bien entendu. Et s'il ne l'est plus, on vous propose une solution de remplacement. Malgré tout, c'est pas parce qu'il y a 15 ou 20 ans qu'on a monté un VLT 5000 qu'aujourd'hui on sera forcément obligé de monter un FC 302. Peut-être que, étant donné qu'on a beaucoup étoffé nos gammes, peut-être que il peut être intéressant de repartir de l'application et du dimensionnement. Dans ce cas-là, je vous encourage à prendre contact avec vos correspondants habituels pour vous aider. Mais sinon, sur notre site, il y a effectivement ça. Si j'ai bien compris, avec un FC102 connecté sur un switch Ethernet, on peut paramétrer jusqu'à 4 variateurs en même temps. Alors, on peut paramétrer en ligne autant de variateurs qu'il y a sur le réseau. Par contre, quand vous les intégrez côté projet, on ne peut pas faire sauvegarder en mode basique. Hein, on ne peut pas sauvegarder plus de 4 variateurs sur le projet. Mais par contre, quand vous êtes sur Ethernet avec le transparent socket, si on est sur une grosse installation avec un réseau assez conséquent, vous pouvez voir une centaine de variateurs côté réseau. Ça, c'est pas un problème. Donc, vous pouvez y accéder à distance à la centaine de variateurs qui sont sur le même réseau. Par contre, c'est pour la sauvegarde que c'est un petit peu plus délicat quand vous n'avez que la version basique. Ok, merci. Lors du transfert du programme via la Pocket, est-ce que l'on transfère toutes les données ou est-ce qu'il y a on transfère plus de choses avec MCT10? On va transférer plus de choses avec MCT10, notamment quand on a des options cartes de mouvement type MCO, des cartes de positionnement, des choses comme ça. D'ailleurs, dans la Pocket, quand vous êtes équipé de MCO, il vous demande si on transfère le programme ou pas. Alors, ok. Comment imprimer seulement les paramètres modifiés? Ah, ça c'est. Je l'ai eu fait il y a très longtemps, parce que c'est vrai que quand on va imprimer un listing MCT10, c'est très surprenant. Je ne vous cache pas que ça fait très longtemps que je n'en imprime plus. On va garder la question. Si vous voulez bien, on va vous trouver l'astuce. Parce que je l'ai plus de tête, ça fait je suis très sincère avec vous, ça fait très longtemps que je n'ai pas imprimé un fichier MCT10 et je sais que c'est très conséquent. Mais il me semble qu'il y a une astuce, faut que je vous la retrouve. Si on peut, voilà, la personne se fait connaître et puis ou Oui, Antoine tu notes le net. Et puis c'est on va c'est tâcher noté, de n'hésitez pas.
n'hésitez pas à me faire un mail de rappel, mais on vous répond. On va chercher, ouais, on va rechercher. Je suis désolé, là, j'ai pas la réponse comme ça du tac au tac. Et enfin, quelle est la manipulation à faire pour l- la manipulation pour effacer l'historique des défauts? Pardon, je sonne en même temps. Ah, pour effacer l'historique des défauts. Hop, alors, faut que je me remette sur le dessus. Soit on fait le contrôle 3 doigts, le reset 3 doigts, autrement on utilise ce mode, donc ce mode le 14-22, hein, donc on revient sur l'initialisation, mais à mon avis ça c'est pas suffisant. Si, vous voyez, j'ai clear service. Alors ça c'est le service log. C'est pas la mémoire des défauts, c'est les données du service log, c'est-à-dire dans le menu 14-22 qui nous permet de faire la réinitialisation, j'ai possibilité d'effacer complètement les données du service log pour que à la prochaine alarme, il veuille bien me réenregistrer l'intégralité des données. Par contre, si on veut l'historique, je vous ai peut-être dit. Alors, avec les 3 doigts, je sais que ça marche, avec le reset 3 doigts. Non, vous voyez, on ne peut resetter que les compteurs horaires. Ouais, je vous ai dit une bêtise. Il faut réinitialiser complètement le variateur. Donc, reset 3 doigts, c'est le reset usine. Et à ce moment-là, on peut le faire. Parce que là, je vérifie quand même. Je vous ai dit une bêtise, je suis désolé. Je suis un peu vite tout à l'heure. Peut-on copier d'un variateur à l'autre tous les paramètres sauf la puissance avec MCT10? Non, non. Enfin, il y a pas. La façon la plus simple, c'est avec la fichure. C'est alors parce qu'après, par MCT10, vous pourriez le faire éventuellement par groupe de paramètres, mais c'est un peu fastidieux, quoi. C'est-à-dire qu'on va faire toutes les centaines, tous les groupes qui n'auront pas de lien avec la puissance. Non, on n'a pas. C'est vrai que ça manque un peu. On n'a pas cette possibilité. Alors que sur la Pocket, c'est très très pratique. Oui. Je suis désolé. Oui, il y a une fonction qui est préétablie pour ça, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors... Ah, il y a une technique du coup pour imprimer que les Ah, que les intéressant. que les paramètres modifiés, clic droit sur le projet, puis faire imprimer et cocher la case différent des paramètres usine. Print select folder. Ah oui, exactement. Exactement, merci. Bien vu, merci. Et on peut faire qu'un seul process ou les quatre, si on veut. Ok. Certains fabricants de moteurs préconisent une réinitialisation complète du variateur après le remplacement du moteur. Comment procéder? Alors, sur le variateur d'info, si on est moteur asynchrone pour moteur asynchrone, vous savez que dès l'instant que vous, alors on sort un peu du cas de MCT10, dès l'instant que vous allez sur la configuration moteur, notamment les menus 120, il faut les refaire dans le bon ordre, puisque chaque modification du 120, puissance, tension, fréquence, va faire varier les suivants, hein, que ce soit par la Pocket ou par une CT10, et la MA est requise. Par contre, il est clair, je suis assez d'accord avec ça, que si on remplace un asynchrone par un aimant permanent ou un aimant par reluctance ou etc., oui, je ferai une réinitialisation moi aussi. Mais asynchrone pour asynchrone, sincèrement, mis à part les 5 paramètres de base et l'auto-adaptation, enfin les paramètres de base, paramètres d'identification moteur, excusez-moi, et l'auto-adaptation, je pense que ça suffit. Par contre, si on change de technomoteur, oui, je vous le recommande fortement, ouais. Parce que je ferai pareil. Alors, Ethernet ou Profibus, quel est le quel est le mieux? Alors, malgré l'avènement de l'Ethernet, je suis frileux d'en mettre de partout pour pas surcharger la communication. Ouais, Euh, alors c'est tout un débat. C'est tout un débat qui existe depuis de nombreuses années.
c'est vrai que bon, le fait que Profibus soit normé pendant des années, ben, ça a convenu à tout le monde parce que tout le monde faisait absolument la même chose dessus. Ça avait ses limites de vitesse et ses limites notamment d'immunité en termes de CEM. Quand on voulait monter un petit peu au-delà d'un méga 5 sur Profibus, il fallait toujours que les blindages, les CEM soient parfaits, soient nickel. Excusez-moi l'expression. Et c'est vrai que quand on a importé donc les solutions Ethernet dans le monde industriel, ben on n'avait plus ces problèmes parce que le média se protège différemment, les câbles sont faits différemment, etc. Donc les médias, enfin un média type, un support type Ethernet a permis, puisqu'il est plus large, donc tout le monde peut communiquer avec tout le monde, donc ça a permis de mélanger un peu l'univers, on va dire l'univers bureau de l'univers industriel, avec des supervisions, avec des web serveurs sur chacun des outils, des appareils, notamment les variateurs d'infos sont communicants, ils ont leur page web serveur, beaucoup de choses, mais d'un autre côté, c'est oui, c'est un peu plus cher aux composants. Je pense qu'on a un coût de liaison qui est beaucoup plus cher qu'avant. On fait beaucoup plus de choses avec. On est sans doute plus rapide sur le papier à confirmer en réalité, parce qu'un Profibus bien configuré, il va très très vite, alors qu'un Ethernet non temps réel, donc j'ai exclu un Ethercat ou un PowerLink par exemple, qui eux sont vraiment conçus pour ça. Mais si je prends un Profinet, tout le monde peut s'adresser à tout le monde. Je suis pas sûr qu'on soit gagnant en rapidité, mais c'est mon point de vue, c'est un point de vue personnel. Après, c'est vrai que c'est la tendance, c'est vrai que c'est la tendance, mais le coût de liaison, le coût du point et le coût du nœud est un peu plus cher. Oui, ça, je vous l'accorde. Après, bon, il y a pas de raison d'être frileux avec ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités autour. Donc, alors que Profibus, il ne faisait que l'essentiel pour ce pourquoi il était prévu, quoi. Ok, merci. Eh bien, écoutez, il n'y a plus de questions à l'écrit. Dans ce cas-là, on va conclure. Bien entendu, si vous avez des questions qui vous arrivent après, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On y répondra avec plaisir. Euh, Ah oui, si. Petit rappel sur le reset 3 doigts sur la procédure. C'est Status, main menu, ok. Oui, il faut que je l'ai sous les yeux, je suis désolé. ouais. Donc, oui, on se met en tension et au moment de remettre la tension, on appuie trois doigts, status, main menu, OK sur un afficheur graphique. Et vous voyez, initializing, on laisse passer un cycle du variateur au redémarrage. On entend les ventilateurs se démarrer, couper, démarrer. On laisse passer un cycle complet, donc à la deuxième fois, on peut relâcher et le variateur se remet en config usine. Voilà. Ok. Et du coup, oui, comme je disais, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On est à votre disposition. Et cet après-midi, le sujet, c'est les applications de variation de vitesse dans les circuits de frigo. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre cet après-midi. Ce sera également avec grand plaisir. Merci Et beaucoup, d'ici bonne là, journée à tous. Portez-vous bien. ouais, bonne journée, au plaisir, au revoir.